Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Les vraies voix ce soir sont Philippe Bilger, Véronique Langlais, Philippe Bourriaki. Voici notre premier débat donc qui est lancé. L'Ukraine sous les bombes. Quelle solution pour mettre fin rapidement au conflit? Vous avez 4 possibilités et pour l'instant vous dites les négociations à 79% parce que vous ne croyez pas aux pressions occidentales à 3%, à la mort de Poutine 9%, à la médiation chinoise 9%. Alors bon, allez-y, vous êtes nombreux déjà à donner votre avis. Les négociations, évidemment, je pense que d'ailleurs, notre spécialiste ce soir va vous éclairer dans ce sens. Il y a un petit jingle, mon cher Benoît Goutorme. Non, on y va tout de suite, c'est parti. Nous accueillons Patrick Martin-Genier. Bonsoir Patrick. Bonsoir Frédéric. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes l'un des éminents spécialistes géopolitiques qui accompagnait les médias régulièrement et notamment sur cette question de l'Ukraine. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Patrick, ce que je vous propose, on fait déjà un petit tour des 3 vraies voies. Chacun nous dit ce qui, pour lui, peut être le plus efficace pour mettre fin rapidement au conflit. Vraiment, les vraies voix, une réponse rapide. Et puis, Patrick Martin-Genier nous explique et vous lui poserez des questions. Philippe Bilger ? Alors, dans les solutions proposées par Sud Radio, il en est une qui me choque, mais dont je ne suis pas persuadé qu'elle ne serait pas en réalité la plus efficace. C'est la mort de Poutine. Et même si j'admets bien volontiers que lorsqu'un dictateur, même totalement atypique, meurt, il peut être remplacé au moins pendant quelque temps par un autre dictateur, peut-être pire dans l'horreur, dans la mesure où il voudrait surenchérir. Mais pour rester sérieux, les autres solutions proposées par Sud Radio me paraissent pouvoir se cumuler. Et je les verrai d'une certaine manière ensemble. Les négociations, on a beaucoup critiqué le président Macron, mais je crois qu'il n'a pas tort d'envisager des négociations qui offriraient également quelques garanties à Vladimir Poutine. Et les 2 autres solutions, l'influence de la Chine, c'est évident, on peut compter sur ces grandes puissances. Et la 3e, j'ai oublié, Frédéric, c'était les pressions occidentales. Bon, voilà. Pourquoi pas, je ne les surestime pas, mais si ce cumul peut être mis en œuvre, après tout, on peut espérer que si la rationalité rentre dans le crâne de Poutine, elles auront de l'effet. Bon, alors Philippe, c'était tellement intéressant ce que vous nous disiez que je ne vous ai pas coupé, même si on avait dit assez court, mais alors du coup, je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule. Je vais aller tout de suite chez Patrick Martin-Genier. Patrick, sans doute de votre part, une réaction à ce que vient de dire Philippe Bilger. Oui, alors vous savez, s'agissant de la mort de Vladimir Poutine, c'est pas comme ça que ça se passe en Russie, dans l'ex-Union soviétique. Les gens du KGB font ça plus doucement. Il peut y avoir par exemple un froid, il peut avoir un soudain malaise, il peut être mis quelque part entre parenthèses. Donc il y aura certainement une transition politique parce que l'histoire des dictatures montre que lorsqu'un dictateur chute en réalité, ce n'est pas pour mettre quelqu'un de plus dur, mais c'est quelqu'un qui va prendre acte d'un échec sur le plan national et international et qui va être dans l'obligation de négocier. Rappelez-vous, en 1962, avec la crise des missiles à Cuba, 2 ans après cet échec patent, Khrouchtchev était démissionné du parti à la tête du Parti communiste. Donc peut-être y aura-t-il une transition, voilà, mais je ne suis pas sûr que ça arrange les choses. Par contre, alors, Patrick Martin-Genier, donc ça c'est sur ce point. Peut-être l'avis de Véronique Langlais, je reviens vers vous. Véronique Langlais, sur cette histoire de la mort de Poutine, allez, c'est moi qui ai choisi cette proposition, mais tout le monde se le dit sans que personne n'ose le dire finalement. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah, mais si lui, on arrive à l'avoir, etc. etc. » Vous, c'est quoi tout le monde ne se le dit pas. Moi, je ne me le dis pas. D'accord. Je suis plutôt une néophyte sur le sujet. Je pense que c'est votre regard qui nous intéresse. Oui, c'est facile de se dire expert là où nous ne sommes pas. Il me semble que tous les conflits réglés à travers les siècles ont toujours été résolus par des négociations, dans la majorité des cas. Moi, je crois aux négociations depuis le début. Je trouve effectivement que c'est un peu long, que ça perdure. On ne connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Néanmoins, comme Philippe, je suis d'accord qu'on peut cumuler les 3.
mettre des pressions, etc. Mais je pense que les choses n'ont que trop duré, que les conséquences sont complètement... Encore 3 blessés ce matin à Kiev. Ça a bombardé à Kiev, à Kharkiv, à Lviv. Les villes sont privées d'électricité dans des conditions de grand froid. C'est terrible. On peut être humain, on peut être altruiste et généreux, mais il y a un moment où il faut que ça cesse. Et on sait que ça finira forcément par des négociations. Vous, Philippe Bouriaki, sur les 4 solutions, alors c'est vrai que c'est un petit clin d'œil, mais quand même. Sur les 4, la plus radicale, ça serait la mort de Poutine. Que le FSB, parce que c'est plus le KGB, fasse son travail, mais ça ils le feront que si les intérêts suprêmes du pays sont en train de partir à volo. Il s'avère que, en fin de compte, la Russie sort beaucoup plus renforcée. Le pétrole passe par l'Inde qui nous est vendu plus cher, etc. Enfin, c'est juste une escroquerie. La Russie sort renforcée, pas forcément. Économiquement, si. Ça dépend. Il y a quand même tout un pan de son économie qui va mal. Économiquement, ils s'en sortent très bien. La seule chose qui pourrait en vérité faire tout basculer, c'est l'opinion publique. Lorsque une maman voit le cercueil de son enfant arriver, c'est incontrôlable. Vous pouvez lui mettre tout le fusil que vous voulez en face d'elle. Autant un père, il pourrait abdiquer, autant une mère, c'est pas possible. Mais il y a une autre option que tu n'as pas mis, c'est celle d'armer les Ukrainiens, et quand les armes, on voit qu'ils arrivent à faire fuir l'armée russe, et qui n'est malheureusement les circonstances qui ne sont pas du tout préparées. Ça veut dire peut-être ne pas mettre un terme rapide à ce conflit, et c'est pour ça que je mettais bien rapide. Il va durer. Voilà, c'est ça. Patrick Martin-Genier, Patrick, dans les propositions, il y avait la médiation chinoise. On peut peut-être revenir sur le fait que demain, il y aura une réunion en visio, Xi Jinping d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre. Que peut-on attendre de cela ? Mais absolument rien. On sait très bien que... Non mais écoutez, moi quand on parle de négociation, je suis désolé, il n'y a pas de négociation avec des criminels de guerre, des gens qui passent leur temps à assassiner, à terroriser, voire à avoir une pratique génocidaire en Ukraine. Encore hier, les Russes ont bombardé à Kherson, alors que ça ne présente aucun intérêt, un hôpital, dont une maternité. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. On ne négocie pas avec un criminel de guerre. Alors, qu'apporterait la Chine? Absolument rien du tout. On sait bien que Xi Jinping est lui-même un dictateur sanguinaire. C'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que Vladimir Poutine. C'est quelqu'un qui a très clairement dit qu'il voulait reprendre par la force ou par la négociation Taïwan. Donc il est sur la même ligne politique et stratégique que Vladimir Poutine. Je ne vois pas en quoi la Chine pourrait être de quelconque aide pour négocier quoi que ce soit. Voilà. Et donc, bien sûr, tout le monde dit « Ah, il faudra toujours se mettre autour d'une table de négociation ». Mais en tout cas, très clairement, par exemple, parce qu'on dit que Volodymyr Zelensky ne veut pas négocier, mais il a tout à fait raison. Et d'autre part, il y aura une grande conférence sur la paix au mois de février. Il a dit à condition qu'il y ait un cessez-le-feu, à condition que les Russes se retirent. Et ça, bien évidemment, que Vladimir Poutine ne le veut pas. Il ne veut même pas qu'il y ait un tribunal pour juger les crimes de guerre. Donc, c'est irréconciliable, les positions. Et si quelqu'un peut jouer un rôle de médiateur, de cas échéant, d'abord, c'est le président ukrainien qui décidera à quel moment il est possible de négocier avec son Parlement, car n'oublions pas que l'Ukraine est une démocratie, premièrement. Et si quelqu'un est en position de négocier, peut-être cela pourrait être le cas de Erdogan, le président turc. On a vu qu'il était toujours en position centrale pour tenter de garder le dialogue entre l'OTAN et Vladimir Poutine. Patrick, je vous interromps, mais une question de Philippe Bilger. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas, évidemment, je ne discute pas votre compétence, votre point de vue est tout de même assez déprimant, parce que j'entends bien qu'on a affaire des dictateurs sanguinaires, mais l'histoire est pleine de négociations qui ont dû être faites avec des dictateurs, et d'autre part, si je comprends bien, vous êtes très très pessimiste en réalité sur une issue rapide de cette invasion. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Si demain Vladimir Poutine disait « Ah, je reconnais que je suis allé trop loin, je retire mes troupes et on fait un cessez-le-feu et dans un premier temps, on se retire aux frontières d'avant le 24 février 2022 », là, il y aurait sans doute un terrain possible de négociation. Ce serait un dictateur. Mais n'oubliez pas que la négociation aura lieu uniquement si le président ukrainien le décide. Et vous parliez tout à l'heure de pression.
Je pense que si un pays est en situation de faire des pressions sur l'Ukraine, ce sera naturellement les États-Unis et personne d'autre. Quant à la durée de la guerre... Finalement, les pressions occidentales, mais c'est un peu ce qu'elles font. La prochaine étape de la pression, ça ne peut être que l'entrée dans le conflit, dans le combat. Non, je ne pense pas. Ce sera toujours soutenir un peu plus l'Ukraine en termes d'armement. On sait qu'il va y avoir des missiles patriotes livrés par les États-Unis. Il y a eu cette visite la semaine dernière du président ukrainien à Joe Biden, et de rencontre avec le Congrès des États-Unis. Donc, dans un premier temps, ça passera évidemment par un soutien militaire renforcé, même si on sait du côté des États-Unis que certains, comme le général Milley, qui est le chef d'état-major, a dit qu'il serait très difficile de reconquérir la Crimée. On sait qu'il y a différentes positions. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Ce conflit risque de durer encore longtemps. Bien. Merci pour cet éclairage, Patrick Martin-Genier. Finalement, je m'aperçois que j'aurais dû... Mais je ne pouvais pas mettre 5 possibilités. La 5e, c'était il n'y en a pas. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est terrible. Pour l'instant, tout le monde le dit. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Voilà. Les positions sont irréconciliables et c'est pour ça que la guerre risque de durer. Et pour les auditeurs de Sud Radio, négociation à 79%. Ils sont comme ça, les auditeurs de Sud Radio. Et 9% la mort de Poutine en deuxième position. Mais ça, on n'est pas censé le dire. Mais on l'avait dit comme ça. Oui, ça. Allez, dans un instant, le grand débat. Je n'irai Tout de avoir été suite. présent.